morning. Good morning. Le juge président, bonjour, bonjour à tous. Le bureau du procureur, hier, en fin de journée, à la fin de l'audience, a demandé de disposer de 15 à 20 minutes supplémentaires pour terminer l'interrogatoire du témoin 156. Et le juge président note que la conformité avec le calendrier tel que prévu a été notifié aux participants et aux parties et que cela est essentiel de s'y tenir aux fins d'une gestion efficace du procès. Le bureau du procureur, après avoir demandé 3 heures au début, ensuite 4 heures, pour l'interrogatoire du témoin 156, a déjà pris plus longtemps que prévu, c'est-à-dire les 4 heures qui avaient été demandées. Il n'y a aucune raison que cela se poursuive. Il n'y a eu que quelques objections. Il n'y a pas eu de questions posées par les juges, pas de problème ni de difficultés venant du témoin. Et ceci est le temps supplémentaire était le résultat de la méthode et la stratégie suivie par le bureau du procureur. La Chambre a indiqué que le temps demandé par la partie par les parties doivent être prises au sérieux, tel qu'établi. Et chaque fois que l'on doit dépasser le nombre d'heures demandées, cela nous met dans une situation où nous ne pourrons plus terminer dans les délais prévus. Donc la Chambre ne doit pas être confrontée à ce genre de fait accompli. Et ce n'est pas la première fois que les parties, après avoir épuisé le temps demandé, demandent et obtiennent un temps supplémentaire sur la base de l'importance des questions à couvrir indiquées par la partie. Et il est donc de la responsabilité de la partie qui fait cette demande de s'assurer que toute question importante soit couverte dans les délais prévus et de courir le risque de faire en sorte de traiter toutes les questions importantes dans les délais impartis, car autrement cela reviendrait à introduire une marge d'incertitude quant à la durée de ce procès. Et ceci n'est pas conforme au principe d'équité, ni non plus un exemple de bonne gestion de procès. Donc la demande est rejetée. Je vais maintenant donner la parole à la défense pour interroger le témoin. Maître Altit. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame, bonjour Monsieur, et bonjour à vous Monsieur le témoin. Mon nom est Emmanuel Altit, je suis l'avocat principal de Laurent Gbagbo, et je vais vous poser des questions auxquelles je serai reconnaissant de répondre de manière précise et concise, d'autant que vous nous avez déjà dit beaucoup lors de votre interrogatoire par le bureau du procureur. D'accord ? D'accord. Alors, on va commencer. Et on va parler du CPCO. Est-ce que vous vous souvenez
des différents chefs du CPCO depuis que vous avez intégré l'armée. Vous nous avez dit, je crois, en 1990. Oui, j'ai intégré l'armée depuis les années 90, mais le CPCO n'était pas sous cette forme. En fait, l'état-major, dans sa division emploi-opération, a toujours eu un bureau opération et qui grandit ou qui se retrouve avec beaucoup plus de responsabilités lorsqu'il y a une crise ou il y a ce genre de crise à gérer. Donc, s'il est embryonnaire, donc le CPCO, qui a eu plusieurs dénominations avant d'arriver au CPCO. En 2002, c'était le CCIAT. Ensuite, on est passé au COIA. Et on a abouti au CPCO. Mais la mission reste la même. Simplement que c'est des termes qui polluent. Comme nous nous référons aux grandes armées, pour suivre, comment dire, le mouvement. Donc, de planification et conduite des opérations. S'agissant des chefs, depuis 2002, je dirais parce qu'avant c'était avant lui, il y a eu un colonel Marin. Bon, je n'ai plus le nom en tête. Mais entre post-électoral, je crois bien qu'il y a eu 5 chefs qui ont dirigé cette cellule. Mais plutôt 3. 3 chefs, à mon avis. D'accord. Alors, vous nous avez dit, pour que ce soit clair, qu'auparavant, en quelque sorte, l'ancêtre du CPCO, c'était le bureau opération. C'est bien ça? Oui, et c'est prévu dans les textes que dès qu'il y a une Depuis la crise, existe-t-il, jusqu'à aujourd'hui, existe-t-il une structure semblable? effectivement, il existe une structure semblable. C'est-à-dire l'appellation juste avant qu'on appelle cette structure CPCO. D'accord. Sous le commandement de qui? Vraiment névralgique, qui est la matière grise de l'état-major en termes d'opération, a été, je dirais, a évolué. Entre autres, le COIA, dont je ne connais pas qui est le responsable, mais le colonel Allah, qui est le chef du bureau d'opération de l'état-major, a sous sa coupe le COIA et le bureau
dire. En fait, non, cette dernière transformation s'est faite récemment. D'accord. Vers la fin, Orchestrée par le chef CPCO. d'accord. Donc, si je comprends bien, chaque membre de chacune des cellules participe à un travail de réflexion, mais contribue à l'ordre d'opération du point de vue de sa propre cellule. Par exemple, la cellule qui s'occupe du terrain, celle qui est... Enfin, tout ce que vous nous avez dit. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc, est-ce que l'on peut dire qu'il s'agit de donner chair à l'ordre qui est venu de l'état-major, de lui donner de la matière, en quelque sorte, pour que ça soit ensuite compréhensible et applicable par les unités sur le terrain? Est-ce que c'est bien ça? Absolument. C'est à partir de cet ordre d'opération adressé aux différentes armées, terre, air, mer, et en fonction de l'ordre, la gendarmerie et les forces de 2e, 3e catégorie peuvent être concernées par l'ordre d'opération. Mais quand ces grands commandements reçoivent ces ordres, chacun d'eux met à contribution ses moyens et son personnel. Parce que dans l'ordre, tout est précisé. Qu'est-ce que chacun doit engager, où chacun sera, quelle est la participation de chacun et à quelle hauteur. D'accord, c'est très clair. Alors maintenant, quelques questions sur les missions, sur certaines émissions dont vous nous avez parlé hier. Et je commence par les opérations à PK-18. Alors, concernant la première opération, vous nous avez dit que lors du bouclage, les engins blindés de la police avaient été accrochés. Vous en souvenez? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous raconter ce qui s'est passé? On a bien compris qu'il y a eu une tentative de bouclage, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il y a eu comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien. En termes de résultats, le bouclage, l'objectif n'a pas été atteint. Au vu des résultats en perte de notre côté, et puis au vu de ce qu'on attendait. Puisque la mission principale, c'était l'action principale, c'est la perquisition. Fouiller pour voir ce qui s'y trouve par rapport aux renseignements qu'on avait. Donc, on n'a pas atteint l'objectif. Maintenant, à côté des pertes de blessés qu'on a eues, il y avait 2 engins de la BAE. 2 engins de la BAE qui devaient couvrir l'action face à l'ouest. Et au moment où on a eu besoin d'eux, quand ça a commencé à déraper, ils étaient déjà accrochés, en fait. Pas loin de là. Et donc, ça a participé aussi au dysfonctionnement. Ils faisaient face déjà à un incident qui était hors de la zone. Donc, au moment où on a eu besoin d'eux, quand la mission a commencé à déraper, ils n'étaient plus là. Où il fallait, en fait. Quand vous dites accrocher, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que ils ont été pris à partie, ça on comprend, mais le résultat c'est quoi? Est-ce qu'ils ont été abîmés? Est-ce qu'il y a eu des blessés? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était vraiment un incident, mais qui n'a pas eu de conséquences humaines ou matérielles négatives. D'accord, mais ce que vous nous dites, c'est que ça suffit à les empêcher de venir renforcer l'opération, et ça contribue à l'échec de l'opération. C'est ça que vous nous dites? Aussi, oui. D'accord. Et vous nous disiez que lors de cette opération, il y avait eu des pertes côté FDS, c'est ça? Oui. À peu près, vous vous souvenez ou pas? Bon, je sais qu'il y a une jeune fille qui a été tuée et deux
2, 3 ou 4 FDS qui ont été touchés, je crois, et des blessés. Bon, je n'ai plus le point en tête. Alors, ceux que vous appelez l'ennemi lors de cette opération, était-il bien armé? Est-ce que est-ce qu'on peut parler d'une défaite des FDS dans cette confrontation? Your Honors. Monsieur MacDonald, messieurs les juges. Le président, oui. Maître MacDonald, objection, est-ce que la question pourrait être posée sans qu'il y ait de commentaires d'ordre éditorial dans la question à chaque fois? Le président, merci. Make more direct questions. S'il vous plaît, veuillez poser des questions plus directes pour donner aux témoins la possibilité de répondre aux questions, dit le juge. Plus direct, est-ce que l'ennemi était bien armé? Je ne vois pas comment ça peut être plus direct. Was the enemy armed? But I think Président, est-ce que l'ennemi était armé? Oui, mais je pense que... Oui, bon. Donc, est-ce que l'ennemi était armé? Monsieur le Président, je peux répondre? Oui. Oui, l'ennemi était armé Yes. puisqu'on a eu des blessés. Maintenant, là, il y a eu usage, je dirais, pour cette action d'armes individuelles. Puisqu'on n'a pas eu de véhicules endommagés, on a eu des blessés et des morts. Donc c'était sur cette opération, l'ennemi s'est servi des armes individuelles. D'accord. Est-ce que vous avez eu un problème d'effectif pour cette opération? Bien. Bon. Oui, effectivement, cette opération de grande envergure, le jour où elle devait se dérouler, elle n'a pas pu avoir lieu, elle a été reportée. Tout simplement parce que sur une radio, on donnait l'information que demain, dans cette zone, il y aurait une opération militaire dont le chef d'état-major a décidé de surseoir. Parce que comme je l'ai dit hier, une opération de bouclage, elle se fait par surprise parce qu'on veut déceler, on veut découvrir. Donc du coup, le jour J, elle n'a pas eu lieu. Elle a été reportée. Et 2 jours après, ou 3 jours, le chef d'état-major décide d'actionner, mais l'opération doit se faire. Donc le fameux rassemblement du 3h, 4h du matin, pour faire le point afin que les unités puissent partir, arrivé à l'état-major, les effectifs demandés dans l'ordre n'étaient pas atteints physiquement par les différentes unités. Donc l'effectif n'était pas celui qui a été requis initialement. Donc ça nous a causé aussi un problème. D'accord. Alors, vous nous avez dit que la mission avait été éventée, qu'on en avait parlé sur une radio, c'est bien ça? Exactement. Est-ce qu'à votre connaissance, d'autres missions des FDS ont été dévoilées à l'ennemi avant qu'elles commencent? Oui. Oui. Très souvent, au départ de nos patrouilles, de nos grosses patrouilles, on entendait sur des radios tel officier va faire des choses à Bobo, il faut qu'il arrête. Donc
bon, c'est le terme, on était largement infiltrés. Largement infiltré par qui? Par l'ennemi. Et ici, quand vous dites l'ennemi, est-ce que c'était ceux qui rendaient compte à l'hôtel du Golfe? Je ne puis raisonner en ces termes. Je ne sais pas où l'ennemi rendait compte. Par contre, ce que je sais et que j'ai vécu, c'est que très souvent, quand on quittait l'état-major pour aller faire des patrouilles, les noms des officiers qui commandaient ces patrouilles étaient donnés sur des radios en disant il faut arrêter. Maintenant, où l'ennemi rendait compte, je ne sais pas. D'accord. Quand vous parlez de radio, à quelle radio faites-vous allusion? Bon, il y avait, en tout cas, c'était pas la radio nationale. Mais j'avoue que je n'ai pas le nom en tête puisque c'est des gens qui nous appellent. C'est-à-dire, des gens nous disent, mais on vient de dire sur une radio que vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Et c'était chaque fois précis. D'accord. Est-ce que cette radio était celle qui émettait à partir de l'hôtel du Golfe? Bon, j'avoue que je n'ai jamais eu la curiosité de demander à mes interlocuteurs de quelle radio il s'agissait. Très bien. Est-ce que vous-même, vous avez été mentionné au cours d'une émission de cette radio? Effectivement. C'est pour ça que j'en parle avec aisance. Moi-même, on m'a appelé, j'allais un jour faire une patrouille à Bobo. Et on m'appelle me dire, on a entendu sur une radio, actuellement tu es en train de t'apprêter avec tel engin, tel effectif, tel moyen pour aller à Bobo. C'est tout ce qui s'y disait, En gros, vous concernant? bon, ce qui se disait, toi Ali, il faut arrêter d'aller massacrer les gens, il faut arrêter d'aller tuer des gens, bon. D'accord. Est-ce que vous avez compris ces propos comme des menaces à votre encontre? Bien, j'ai, sur le champ, avec toute humilité, j'ai compris d'abord militairement qu'on était infiltré, mais deuxièmement, je me suis rendu compte que c'était un dialogue de sourds. Parce que on dit des choses, je vais dire que je n'ai pas fait, que je n'allais pas faire et que je n'ai jamais fait. Donc c'était les deux sentiments qui m'animaient. D'accord. Alors vous nous parliez des effectifs. À votre connaissance, ou plutôt du problème d'effectifs que vous aviez rencontré à l'occasion de cette mission dont vous nous parliez, est-ce qu'à votre connaissance, d'autres missions ont avorté parce que les unités ne fournissaient pas le nombre d'hommes suffisant? Bon, c'est pas un secret, hein. On était une très petite armée qui, au fur et à mesure, se dépréciait sur tous les plans, à tous les niveaux. Donc, si vous demandez un effectif X, que vous avez un effectif Y 3 jours après, bon, ça faisait partie de nos faiblesses. Et on a bien l'autre tribut. Maintenant, vous dire, dans telle ou telle opération, dans telle ou telle mission, on n'avait pas les effectifs requis, bon,
je ne pourrais pas le faire. Par contre, je répète, c'était l'un de nos problèmes, parce qu'il y avait de la défection, il y avait du découragement, enfin, toutes les faiblesses que peut avoir une armée dans une position aussi difficile. Très bien. Alors, passons à la seconde mission, en tout cas, la seconde opération dont vous nous avez parlé hier. C'est celle qui concernait le SECOS. C'est l'incident qui concernait le SECOS. Donc, si j'ai bien compris, vous m'arrêtez, hein, si je me trompe. Mais c'est important qu'on essaie de bien comprendre. Si j'ai bien compris, il y a eu, en quelque sorte, à pas, si j'ai compris, l'unité du SECOS a été appâtée par des personnes qui ont dit aux membres du SECOS, il y a 2 gendarmes qui ont été kidnappés, et l'unité du SECOS s'est dirigée vers le lieu du kidnapping allégué, et là, l'incident a eu lieu. Alors, première question, est-ce que c'est bien cela? Et est-ce que vous nous avez dit, parce que ce n'était pas très clair hier au cours des échanges, que pour vous, en réalité, il n'y a pas eu kidnapping, c'était simplement un piège. Est-ce que c'est ça? Ça n'engage que moi, à mon avis, c'était de la perfidie, ou bien en fait c'était occasionné. Sinon, à mon avis, il n'y a pas eu de kidnapping. Donc, ce que vous nous dites, c'est que l'histoire a été fabriquée pour attirer l'unité du SECOS dans une embuscade. C'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est une appréciation militaire. Parce qu'après, la patrouille, qu'est-ce qu'elle a vu en face? Des lance-roquettes? Ça ne concorde pas. Donc pour moi, c'était un guet-apens. Alors, le résultat de l'incident, y a-t-il eu des morts et des blessés côté FDS? Oui, cette patrouille a vraiment essuyé. Et je pense qu'il y a eu un véhicule qui a été calciné, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Si vous en souvenez, à peu près combien de morts et de blessés côté FDS? Bon, j'avoue que la chose dont je me souviens, c'est le lieutenant qui commandait cette patrouille, puisque j'étais son commandant de brigade à l'école des officiers, je l'ai formé, lieutenant Yapi, père son âme. Mais bon, dans une patrouille, l'effectif 3 véhicules, c'est entre 10 et 15 personnes. Maintenant, je n'ai pas le point exact. D'accord. Alors, si vous permettez, je vais lire vos propos aux enquêteurs du bureau du procureur. La référence CIVOTP 0083 1117, page 1122, et à partir de la ligne 162, des lignes 162 à 189. Alors, monsieur, je vais lire ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur et je vais vous citer. D'accord? D'accord. Alors, je cite. Personne entendue. Deuxième action, patrouille du SECOS.
Intervieweur 1, Intervieweur 2, oui. Personne entendu, c'est-à-dire vous, monsieur. Je crois, il y avait 3 véhicules, 3 équipages. Les véhicules sont bousillés, c'est-à-dire qu'ils ont explosé. Intervieweur 1, Personne entendu. Excuse. Président, une minute, s'il vous plaît. Vous pouvez enlever les... Enfin, je sais bien que c'est une citation, mais là, je parle pour tout le monde. Je pense qu'on peut mettre de côté les parties totalement inutiles de la citation et insignifiantes. Vous pensez que c'est pertinent? D'après vous, c'est pertinent? Vous entendez dire La citation soit exacte, mais si vous le désirez, bien entendu, je peux aller directement aux parties importantes. Yes. Oui, je peux aller directement aux parties importantes, à condition qu'on s'accorde sur ce qui est important et comment le faire. Donc, ce que je peux faire, je peux essayer là, et puis si on est tous d'accord, on pourra continuer comme cela pour suivre vos instructions. No, I just would leave away the... Je pense qu'il faut laisser tomber les d'accord. Ça, c'est totalement pas pertinent. Dans l'interview, les d'accord, les peut-être. Non. Parce que nous, après, il va falloir qu'on lise la transcription ultérieurement. Il faut quand même que ce soit lisible. C'est tellement plus lisible si on n'a pas toutes ces petites parties totalement inutiles dans la transcription, genre ou respiration. Ça ne sert à rien. Mais vous savez que nous ne sommes pas seuls ici et que nous avons des interlocuteurs côté accusation qui sont pointilleux. Donc je m'en remets tout à fait à vos instructions. Alors monsieur, je vais vous relire ce que vous avez dit, mais en utilisant simplement les parties utiles. Donc, vous avez dit à propos de la patrouille du Sécos, et je cite, « Je crois il y avait 3 véhicules, 3 équipages. Les véhicules sont bousillés, c'est-à-dire qu'ils ont explosé. » Vous ajoutez. Donc ça veut dire au minimum avec du RPG. Vous dites lance-roquettes. Et bien sûr, ils ont essayé de combattre. Ils n'ont pas pu. Ils ont tous été tués. Alors, on vous pose la question de savoir combien il y avait de morts. Et vous répondez. Je n'ai plus ça en tête, mais je sais que tous les 3 équipages étaient décimés et les véhicules explosés. On vous repose la question du nombre de morts et vous répondez non, en fait, tous les équipages, en tout cas, il y avait 3 véhicules. Alors je m'adresse à Madame la greffière, si nous pouvions changer de page. Alors, c'est toujours vous qui parlez, monsieur, les 3 véhicules explosés. Et le personnel à bord a été tué. Voilà. Vous ajoutez, voilà. Puisqu'il y avait un lieutenant chef de patrouille, un lieutenant, ça veut dire une section. Donc 3 pick-up, ils étaient au moins 20, voilà, fin de citation. Alors, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Oui, ça me rafraîchit la mémoire. Donc c'est bien ce qui s'est passé. Bien. Ce que je peux dire, je n'ai pas sincèrement l'effectif des morts et des blessés. Les enquêteurs sont venus vers moi. J'étais dans un état d'esprit. Je pense que cette patrouille, qui est la 2e action dans cette zone dangereuse, était prise à partie. 3 pick-up, un lieutenant, c'est à peu près entre 15 et 20 personnes.
le lieutenant est décédé. Je n'ai pas le point, c'est vrai, exact, précis des blessés et des décédés. Très bien. Alors, vous nous avez parlé ensuite, vous n'avez rien ajouté sur cette seconde, sur cet incident. Au final, cette deuxième mission a échoué. D'accord. Alors, vous nous avez parlé ensuite d'une troisième opération à Abobo PK-18. Et vous nous avez dit, hier, que menée par un sous-groupement, elle avait échoué. Et vous avez précisé, je vais vous citer, c'est la page 72, ligne 5 des transcrits français. Je vous cite, un lieutenant qui tombe, 16 sous-officiers de gendarmerie qui tombent, fin de citation. Est-ce que vous pouvez nous dire, de manière un peu plus élaborée, ce qui s'est passé ? Cette troisième mission avait pour objectif d'aller effectivement déloger l'ennemi qui occupait cette zone. Dès qu'ils sont arrivés aux abords du carrefour, ils ont été pris à partie de façon frontale. Dans les échanges, la colonne de cette unité qui s'étalait, la partie arrière, le dispositif arrière pendant ce temps est tombé dans une embuscade. Et c'est là où je précise qu'il y a eu 7 sous-officiers tombés et un lieutenant, dont j'oublie le nom, du BCP, qui a pris le coup. Et ça a été après le décrochage. Parce que pris par derrière, pris par devant, très souvent, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Ils ont opté pour le décrochage. Et même dans le décrochage, là, il y a eu quelques blessés. Au final, cette mission aussi n'a pas pu atteindre ses objectifs. Et l'attaque que cette mission a subie, est-ce qu'elle a été faite à l'aide de RPG, par exemple ? Je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas eu ces détails. Je n'ai pas eu ces détails, mais par contre, il y a des déductions. Si une unité constituée de ce genre, une patrouille offensive, pour finir, décroche, c'est qu'en face, comme on le dit, permettez-moi l'expression, il y avait du costaud. Et le costaud, ça veut dire minimum RPG, armes collectives, T80, ce genre de choses, là, au minimum. 14-7, bon, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que sont des armes collectives ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Parce que nous sommes évidemment des néophytes en la matière et des T, je crois que vous avez dit T80, c'est ça ? Oui. Bien, une arme collective, c'est une arme qui est servie par plusieurs servants, en fait. À l'opposé d'une arme individuelle comme la Kalash ou le FAMAS ou le SIG, ou le M16 qui est utilisé par un combattant, les armes collectives sont utilisées par plusieurs servants. Et elles partent des calibres moyens au gros calibre, qu'on appelle très souvent les armes lourdes. Et le T80, c'est quoi ? C'est une arme collective, mais ce n'est pas une arme lourde. D'accord. Et vous dites au minimum ? Oui, qui avait en face, oui.
mais à votre connaissance, il pouvait y avoir autre chose? Objection. Monsieur MacDonald, objection. Le président, objection, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, c'est une question hypothétique et le témoin ne peut pas y répondre. Il dit au minimum, je ne sais pas ce qu'ils avaient en plus. Et bien sûr, tout est possible. On peut envisager absolument n'importe quoi, vu la façon dont la question de suivi est posée. Le président, savez-vous quoi que ce soit à propos des armes, monsieur le témoin? Demande le président. Savez-vous quoi que ce soit à propos des armes dont il disposait? Président, selon les renseignements, on savait que l'ennemi avait aussi des 14-7 qui sont au-dessus du T-80. So, this, Donc c'est ce que vous savez, mais ce n'est pas quelque chose que vous savez directement. Vous le savez en vous basant sur ce que vous avez appris ultérieurement, c'est cela? Le président. thank you very much. Président, je vous remercie, Maître Altit. L'échange qui vient d'avoir lieu, je crois qu'il y a un petit malentendu peut-être dû à l'interprétation. J'ai compris que le témoin disait selon nos renseignements, c'est-à-dire de l'époque, mais peut-être qu'on va lui reposer la question pour que ce soit clair. Et vous avez, j'écoutais pas la traduction anglaise, hein, donc je ne sais pas ce qui a été dit, et vous avez, vous dit, vous l'avez appris plus tard. Et je compris que le témoin disait selon nos renseignements à l'époque, donc pas plus tard, à l'époque. Donc peut-être, si vous me permettez, je peux lui reposer cette question. Donc, monsieur le témoin, vous avez compris le problème. Donc, je vous repose la question. Quand vous avez dit selon nos renseignements, est-ce que vous voulez dire nos renseignements de l'époque ou est-ce que vous voulez dire selon les informations que j'ai obtenues plus tard? Non, selon les renseignements de l'époque, on avait une idée assez précise sur l'armement de l'ennemi. Et pour que ce soit tout à fait clair, quand vous parlez de renseignements, est-ce que vous parlez de renseignements militaires? Exactement, je parle de renseignement militaire. Alors, on va passer à la 4e opération. Alors, concernant cette 4e opération, vous nous avez expliqué que la progression, à partir de la Maca, se faisait sur 2 axes. C'est bien ça? Au moins 2 axes. D'accord. Et que vous commandiez l'un des axes. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, vous nous avez dit, et je ne vais pas y revenir, qui composait le convoi, qui progressait sur votre axe. Ma question est plus simple. Est-ce que vous vous souvenez de combien de véhicules vous disposiez et à peu près de combien d'hommes avançaient sur cet axe-là avec vous? Bien. Approximativement, une section du BCP, c'est en moyenne 25 personnes. Une section du 1er bataillon, en moyenne 25 personnes. Nous sommes à 50. J'avais un équipage de la gendarmerie dans un engin blindé. 5 personnes. 55. J'avais un équipage du bataillon d'artillerie sol-air. En moyenne 5 personnes. Ça fait 60. En gros, c'est l'effectif qui constituait cette patrouille offensive sur l'axe, sur cet axe. D'accord. Alors, vous avez parlé à plusieurs reprises des règles d'engagement. Hier, lors de votre témoignage. Ma question, est-ce que vous informiez vos hommes de ces règles d'engagement sur le terrain quand vous étiez en mission? Personnellement, personnellement,
c'était un souci majeur. Mais ça devait être le souci de tous les chefs, tous les officiers qui avaient en charge des unités sur le terrain. Pour qu'on comprenne bien, vous voulez dire que c'était un souci majeur pour vous de bien informer vos hommes des règles d'engagement, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ce que je veux dire. Et en règle générale, est-ce que ces règles d'engagement étaient reprises dans les ordres de mission qui étaient envoyés aux unités sur le terrain? C'est une rubrique qui compose l'ordre d'opération. Alors, dans votre déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur, vous en dites un peu plus. Je vais citer. Your Honor. Monsieur McDonald, s'il vous plaît. Le président, Monsieur McDonald. Monsieur McDonald, on peut poser la question d'abord pour savoir s'il se souvient de ce qu'il a dit à ce propos dans sa déclaration. Non, là, on passe directement à la déclaration et on lui donne, enfin, au vu du type de questions que vous autorisez, Monsieur le Président, certes, vous avez raison, mais je ne sais pas du tout ce que fait le Conseil. Est-ce qu'il veut rafraîchir sa mémoire? Est-ce qu'il veut le confronter à ce qu'il a dit précédemment? Je ne sais pas. Monsieur McDonald interrompant, tout le monde parlant en même temps, le Président. Oui. Il aurait pu déjà poser la question. Je ne sais pas. Répondre à l'interrogation de mon contradicteur, je vais poser la question un peu différemment. Ça va revenir exactement à la même chose. Vous nous avez parlé d'une rubrique. C'est bien ça ce que je veux dire? Yes. Vous nous avez parlé d'une rubrique. That's Voilà, une rubrique qui compose l'ordre d'opération. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y avait dans la rubrique? En principe, il y a une... first, excuse me. Le Président, tout d'abord, est-ce par écrit ou est-ce verbal? Monsieur le Président, dans l'ordre d'opération, il y a une rubrique, donc écrit, qui intéresse cette chose. C'est de dire, d'écrire ce qui concerne les règles d'engagement et les règles de comportement. Maintenant, sur le terrain, c'est des choses que les commandants d'unité doivent pouvoir répéter et faire en sorte aussi que ces règles-là soient observées. Très bien. Alors, on va changer un peu de sujet. Vous nous avez dit hier que la zone d'Abidjan était devenue, au fur et à mesure, un deuxième théâtre d'opération. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par rapport aux dispositions que le chef d'état-major a eu à prendre, qui est d'articuler la zone en 5 sous-zones, c'était parce que la menace était vraiment grandissante. Et en plus, ce que j'ai dit, je redis, avoir, en plus du CPCO, qui restait toujours en activité, avait toujours sa mission, mais il a nommé un chef directeur de cette organisation.
Donc c'était ni plus ni moins un autre comme théâtre. Et le CPCO en recul jouait toujours son rôle où il avait la préoccupation du théâtre initial, comme on l'appelle couramment le front, et puis ce deuxième théâtre pour moi qui s'est créé. Très bien. Alors vous nous dites la menace était vraiment grandissante. Est-ce que vous voulez dire, pour être tout à fait clair, que les rebelles étaient à Abidjan? C'est ça que vous voulez dire? Le thème rebelle, je ne sais pas comment l'appréhender, mais j'étais au combat, donc je dirais tout simplement que l'ennemi était à Abidjan. D'accord. Alors, après le deuxième tour des élections présidentielles de 2010, avez-vous eu connaissance de caches d'armes préparées par l'ennemi et d'infiltration de groupes ennemis armés à Abidjan? Bien, des caches d'armes dans des lieux précis à la loupe, je dirais, je n'ai plus tout ça en tête, mais au-delà des renseignements, des informations de population, en plus du service de renseignement qui est chargé, il n'y avait que ça. Et les armes, il y en avait sans exagérer partout. Je ne sais plus si on pouvait parler de cache d'armes, mais on pouvait plutôt en ce moment parler de possession, de circulation, de détention d'armes, à mon avis. Très bien. Et l'infiltration de combattants ennemis à Abidjan? C'est ce qu'on vivait. C'était vraiment ça. La situation, c'était vraiment ça, jusqu'à ce que nous arrivons à ce que nous avons vu. Ces caches d'armes et ces combattants infiltrés se trouvaient, à votre connaissance, dans quel quartier d'Abidjan? Bon, dans la zone d'Abobo à Niaman, ça souffre d'aucune ambiguïté. Il y en avait à Koumassi, parce que on a eu des militaires qui ont été pris à partie aussi là-bas. Abidjan était infecté. Permettez-moi l'inspection pour dire que bon, il y en avait partout. Très bien. Quand ont commencé les attaques à votre connaissance, les attaques contre les FDS? Bien. J'espère que ma mémoire ne va pas me trahir, mais je pense que c'est entre le premier et le deuxième tour, après le deuxième tour, c'est une situation qui est montée, qui est partie crescendo. Donc, ça allait progressivement. Mais à quelle date cette situation a commencé? J'avoue que je suis dans l'impossibilité de donner une réponse qui s'approchera de la vérité. D'accord. Vous souvenez-vous des premières attaques que vous avez apprises, qui ont lieu contre les FDS? Et si oui, quel genre d'attaque était-ce? Bon, ça rejoint, excusez-moi respectueusement, ça rejoint un peu ce que vous m'avez demandé tout à l'heure. Mais ce que je peux ajouter, le genre d'attaque, ça partait de l'attaque de détachement, de convoi en mouvement,
de position où nous étions, de militaires à domicile. Il y avait tout genre d'attaques. Des militaires à domicile, vous voulez dire que des ennemis sont allés chercher des membres des FDS pour les tuer, ça que vous voulez, chez eux pour les tuer, ça que vous voulez dire? Exactement. À votre connaissance, des FDS ont-ils été brûlés? Oui, j'ai appris cela. You heard about that. Le président, vous avez appris cela de qui, comment et quand? Bien, Monsieur le Président, ça remontait au CPCO, qui est l'organe qui recevait quand même toutes les informations sur le terrain. Donc les FDS qui ont subi ce genre de choses ont été informés. Et puis aussi à la télévision, bien sûr, c'était relayé aussi par la télévision. But did you Le président, mais est-ce que vous avez d'une façon ou d'une autre vérifié ces rapports? Ou est-ce que vous avez simplement pris connaissance de ces rapports? Monsieur le Président, je ne sais pas, en fait, moi, dans ma position, officier traitant à l'état-major, je partage les informations, je suis informé, mais ce n'est pas mon rôle d'aller vérifier. Mais ce que je puis dire sur ce genre d'incident, ça c'est comme hier, c'est précis. Un militaire qui était brûlé ou attaqué chez lui, on a tous les éléments de preuve. Donc, je n'ai pas eu besoin, moi, en tant qu'officier traitant d'une cellule du CPCO, d'aller chercher à vérifier. Parce qu'après, ça fait l'objet d'une certaine procédure pour dire qu'un membre des FDS n'est plus. Il y a sa famille derrière, il y a toute une gestion. Donc,